Bonjour. Alors, après avoir étudié les enjeux sociaux, politiques et même, on l'a vu, anthropologiques de l'organisation de l'armée pendant les guerres de la Révolution française, eh bien, nous allons maintenant étudier la dimension strictement militaire, car il faut quand même pas oublier que l'armée, ça sert avant tout à faire la guerre. Or, comme je le dis depuis le début, la guerre, ça n'est pas neutre. La guerre, c'est quand même de la violence. Un soldat citoyen qui fait la guerre, c'est quelqu'un qui risque sa vie, c'est quelqu'un qui tue des ennemis. Eh bien, tout ça n'est pas neutre. Donc, étudier maintenant la dimension strictement militaire, eh bien, c'est prendre en compte aussi la dimension potentiellement transgressive et déstabilisatrice de la guerre. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier, alors non, il ne faut pas non plus tomber dans l'illusion rétrospective, mais il ne faut pas non plus oublier que qu'est-ce qui a perdu la République et qu'est-ce qui a détruit la République? Eh bien, c'est la guerre. Et qui a mis fin à la République? C'est un militaire, Bonaparte. Donc, finalement, la figure un petit peu idéale du soldat citoyen ou du citoyen soldat, eh bien, nous allons voir ce qu'elle est concrètement dans le fait de la guerre et éventuellement les dimensions potentiellement déstabilisatrices de la guerre, mais aussi la façon malgré tout où pendant l'apogée de la guerre, en particulier en 1794, eh bien, le gouvernement révolutionnaire parvient à gérer cet effort de guerre et nous allons étudier ça selon toutes les dimensions de la guerre, la dimension tactique, la dimension opératique, la dimension stratégique et même micro-tactique à l'échelle du soldat. Alors, étudier tout cela, eh bien, ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple parce que les guerres de la Révolution sont souvent associées à un certain nombre de lieux communs, de stéréotypes qui se sont installés à l'époque de la Révolution. On a évoqué la dernière fois Barère et ses discours prononcés à la Convention. En voici un nouveau, un extrait. Alors là, on est dans le contexte de la guerre de Vendée. Et Barère, là, dans ce discours, eh bien, présente une guerre idéologique menée sans véritable plan stratégique. Pour lui, le seul plan, c'est la détermination des soldats. Il dit, la victoire est ici pour le plus courageux et non pour le plus savant. Elle est pour le républicain plus que pour le tacticien. Donc, une guerre faite sans réflexion, sans plan, et bien c'est parfois l'image qui s'applique à l'ensemble des guerres de la Révolution chez certains historiens, et même c'est un lieu commun qui s'est souvent installé. On dit finalement que les guerres menées par la Révolution française n'étaient pas préparées, l'armée était en pleine réorganisation, voire désorganisation, et des généraux qui étaient très jeunes, qui avaient parfois seulement une vingtaine d'années, inexpérimentés, eh bien, se sont caractérisés non pas par leur génie tactique ou opératique, mais tout simplement par leur courage, par leur détermination, comme les soldats. Et donc on présente souvent les guerres de la Révolution comme des guerres d'enthousiasme, voire chez certains qui sont défavorables à la Révolution comme des guerres de fanatisme et des guerres un petit peu spontanées. Alors, ce lieu commun, il a beaucoup circulé, y compris dans l'historiographie jusqu'à aujourd'hui, et il a été évoqué donc dans cet ouvrage, le mémorial topographique et militaire rédigé au dépôt général de la guerre. En fait, cet ouvrage, c'est un périodique de réflexion militaire qui, en 1802, donc, fait le bilan des guerres révolutionnaires. Et donc, il pose cette question, les succès militaires des Français sont-ils la conséquence d'un système nouveau d'opération et d'une nouvelle tactique, ou seulement l'effet du courage aveugle d'une masse d'hommes guidés par des chefs dont la seule présence d'esprit et les circonstances décidaient les résolutions, et que secondaient à peine quelques traditions ou quelques souvenirs?
Ce dernier moyen d'expliquer nos victoires fut longtemps celui de nos ennemis. Ils nous ont surtout reproché une grande consommation d'hommes, prétendant que nos généraux n'avaient souvent arraché des avantages ou réparé de grandes fautes qu'avec des flots de notre propre sang. Donc là, vous voyez, c'est l'évocation du lieu commun dont je parlais tout à l'heure, des guerres d'enthousiasme, des guerres qui ne sont pas gérées ni tactiquement, ni opératiquement, ni même stratégiquement. Alors, malgré tout, cette citation évoque une alternative. Est-ce que malgré tout, est-ce que les succès militaires des Français ne seraient pas la conséquence d'un système nouveau d'opération et d'une nouvelle tactique? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas derrière les guerres de la Révolution, eh bien, une façon de gérer, une façon de penser, de maîtriser tactiquement et opératiquement la guerre? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, dans un premier temps, nous allons étudier tout cela à l'échelle tactique et opératique. L'échelle opératique, il faut s'en souvenir, c'est à l'échelle de la campagne. Le but principal, effectivement, d'une guerre, ça n'est pas de gagner une bataille ou de gagner un siège, c'est quand même de faire en sorte qu'une campagne se termine de façon victorieuse. Alors, et pour qu'une campagne puisse se terminer positivement, eh bien, il y a un critère qui est essentiel, qui est le critère de la mobilité. Il faut gérer la mobilité, gérer la logistique des troupes tout au long de la campagne. Alors, les premiers à l'avoir expérimenté dans les guerres révolutionnaires, c'est pas les Français, c'est les armées alliées qui pénètrent en France au cours de l'été 1792. Alors, ces armées alliées sont commandées par le duc de Brunswick, prussien. Donc, l'armée du duc de Brunswick franchit la ceinture de fer, c'est-à-dire la ceinture de fortification, après avoir réussi le siège de Longwy, après avoir réussi le siège de Valenciennes. Mais, contrairement à ce qu'avait fait le prince Eugène, souvenez-vous, en 1712, au moment de la bataille de Denain, eh bien, le prince Eugène, lui, il avait voulu conquérir l'ensemble du système de fortification, du réseau de fortification français. Eh bien, le duc de Brunswick, lui, ne veut pas passer par là. Il franchit la ligne et laisse derrière lui tout un ensemble de fortifications qu'il n'a pas prises, qu'il n'a pas conquises, et donc il laisse derrière lui quand même des forces françaises qui sont encore tout à fait disponibles. Et c'est ce qui va donner la logique de la bataille de Valmy. La bataille de Valmy, c'est pas une bataille générale, c'est une bataille au cours de laquelle donc le général Dumouriez place son armée au cœur du dispositif des armées alliées et finalement montre au duc de Brunswick que le général Dumouriez a désormais la capacité de couper ses lignes logistiques, alors que le duc de Brunswick, lui, son plan, c'était d'aller très vite en direction de Paris pour faire en sorte que, en prenant Paris, il puisse interrompre le processus politique révolutionnaire. L'objectif stratégique du duc de Brunswick était plutôt politique que strictement militaire. Le duc de Brunswick n'avait pas pour ambition d'envahir et d'occuper la France. Il voulait foncer sur Paris et le général Dumouriez, après la victoire de Valmy, lui montre justement que le duc de Brunswick n'avait pas placé son armée dans une position suffisamment solide pour pouvoir continuer à avancer. Et donc, c'est la problématique donc, de la mobilité qui est révélée à la bataille de Valmy. Par la suite, cette dimension, les Français, en 1793-1794, vont essayer de la systématiser. Alors, à partir d'une approche qui a été élaboré, conçu par Carnot en s'inspirant de Vauban. En 1784, donc Carnot avait publié un éloge de Vauban
Et cette citation que nous avons déjà évoquée quand on a étudié le système de Vauban, donc je la rappelle parce qu'elle est vraiment essentielle. C'est elle qui a déterminé les plans de guerre de la Révolution française. Il faut, écrit Carnot, faire un tout dont les parties se correspondent et se prêtent un secours mutuel pour la défense d'une frontière. Il faut ensuite réunir ces défenses particulières, les faire concourir à la défense générale du royaume, considérer l'État entier comme une grande place forte. Alors, ça a des conséquences considérables. Ça veut donc dire qu'il faut gérer la défense de la France à une échelle globale. Or, la France, en 1793, eh bien, elle est menacée sur toutes ses frontières. Elle est en guerre sur toutes ses frontières. À l'est, bien sûr, face à l'Empire. Au nord, face à l'Empire aussi, via les Pays-Bas autrichiens. Face à l'Italie, face à l'Espagne. Et donc, il faut gérer cet effort de guerre en répartissant les troupes sur l'ensemble du pays. Comme le dit Carnot, donc, considérer l'État entier comme une grande place forte. Or, comment faire pour gérer la répartition des troupes sur l'ensemble du pays pour faire face à toutes les menaces sur toutes les frontières? Eh bien, Carnot élabore le 2 février 1794 un système général des opérations militaires de la campagne prochaine. Alors, ce système repose sur un principe essentiel. Carnot divise l'armée française en 14 armées qui sont réparties sur l'ensemble des théâtres d'opération. Ensuite, ces 14 armées, en fonction des plans d'opération décidés par le comité de salut public, eh bien, ces 14 armées sont mobiles et certaines peuvent se fusionner 2 par 2, 3 par 3, en fonction des objectifs stratégiques définis par le comité de salut public. Et en 1794, le principal objectif stratégique, eh bien, il est défini ici, dans cette citation, c'est la Flandre. C'est là que l'ennemi, nous dit Carnot, déjà maître d'une portion de notre territoire, puisque c'est la position ennemie en Flandre qui permet donc aux armées alliées eh bien, d'envahir une partie du territoire français, de prendre un certain nombre de villes françaises, Valenciennes, Condé, Condé-sur-Escaut, Landrecies, Le Quesnoy. Alors, cette occupation là de 4 grandes places françaises, elle sera complétée en avril 1794. Et donc, c'est donc à partir de la Flandre que la principale menace sur la France s'exerce. Et donc Carnot dit que c'est aussi là que l'ennemi dirige lui-même la majeure partie de ses forces, c'est là qu'il est le plus en mesure de menacer Paris et de lui enlever ses subsistances, c'est là enfin qu'il est le plus facilement attaquable, puisque c'est un pays ouvert, éloigné de la métropole, où l'ennemi n'a point de place forte, où nos armées peuvent vivre à ses dépens, où il existe des germes d'insurrection que nos succès peuvent développer. Donc, il y a, vous voyez, une dimension, une prise en compte de la dimension stratégique qui fait que la Flandre va devenir le principal objectif des opérations menées pendant l'année 1794. Alors, ça ne veut pas dire que les autres théâtres d'opération sont totalement négligés, totalement oubliés. Il y aura par exemple en 1794 une campagne d'Italie, alors qui est peu célèbre parce que quand on parle de campagne d'Italie sous la Révolution française, on pense bien sûr avant tout à la campagne de Bonaparte en 1796-1797, mais justement dans l'armée qui va faire une première campagne d'Italie en 1794, eh bien, il y a Bonaparte. Et d'ailleurs, c'est probablement à ce moment-là qu'il aurait envisagé le plan qu'il va employer, qu'il va développer en 1796-1797. Donc, il y a d'autres théâtres d'opération que le théâtre de la Flandre, mais quand même, donc, la Flandre, c'est le point majeur de concentration, et c'est là qu'un certain nombre d'armées vont se concentrer pour bien, développer l'effort principal de guerre mené par la République. Alors, comment faire en sorte
que ces armées puissent se déplacer facilement. Alors, il y a un premier. Alors, d'abord, la première façon de le faire, c'est diviser l'armée française, on l'a vu, en 14 armées. C'est-à-dire, donc 14 armées, ça veut dire que chaque armée a des effectifs relativement limités. Mais par ailleurs, on crée une autre subdivision à l'intérieur des armées, qu'on appelle d'ailleurs une division. C'est ce qu'on appellera plus tard le système divisionnaire. Alors, une division, c'est à peu près 15 000 hommes. Elle est commandée par un général de division et cette division, elle se déplace bien sûr selon un plan global qui a été défini par le général en chef de l'armée. Mais pour accomplir ce plan global, eh bien, le général de division, il dispose d'une certaine autonomie. Et là, par exemple, où le système divisionnaire va développer vraiment son autonomie, eh bien, c'est par exemple en Italie. En Italie, et plus précisément en Ligurie, en 1794, le général Masséna, donc celui qui deviendra plus tard un des maréchaux de l'Empire, le général Masséna commande une division et il le fait de façon vraiment autonome en prenant en compte les circonstances particulières du théâtre sur lequel il se développe. Et le théâtre de la Ligurie est un théâtre complexe, il faut prendre en compte la dimension maritime, parce que c'est une région côtière. Il faut prendre en compte la dimension montagnarde, puisque bien sûr, il y a les Alpes qui plongent dans la mer en Ligurie. Et donc, il y a des circonstances opérationnelles qui obligent le général de division à développer une certaine autonomie opérative. Donc ça, c'est un facteur très important du renforcement de la mobilité des armées françaises. Mais bien sûr, l'autonomie d'un général de division n'a de sens et n'a de pertinence que si, bien sûr, elle s'insère dans un dispositif global. Alors, par ailleurs, il faut aussi que le général de division dispose de moyens pratiques pour mettre en œuvre un nouveau système logistique et la mobilité. Eh bien, ces moyens pratiques, c'est l'arme du génie qui va les apporter. En 1793, il y a plusieurs ordonnances qui sont adoptées, plusieurs décrets qui sont adoptés par la Convention et qui dotent l'arme du génie de personnel, des sapeurs, des mineurs, alors que jusqu'à présent, l'arme du génie, elle n'était composée que d'ingénieurs. Et les ingénieurs du génie, qui étaient principalement utilisés dans le contexte de la guerre de siège, lorsqu'ils voulaient faire quelque chose, ils étaient obligés donc de réquisitionner des soldats, voire des populations civiles, pour aller creuser des tranchées, creuser des mines, etc., etc. Donc ils n'avaient pas d'autonomie. À partir de 1793, l'arme du génie, elle a ses soldats, et donc elle a une capacité d'action qui est démultipliée. Et c'était d'ailleurs ce qu'avait pressenti Jean-Xavier Bureau de Puzy en 1790, donc il faudra attendre en gros 3 ans pour ce qu'il avait pressenti se réalise. Voilà comment il définit la mission du génie après avoir reconnu le terrain sur lequel les troupes doivent agir. Pour les mouvoir, il faut ouvrir leurs marches, il faut percer les forêts, consolider ou même combler les parties marécageuses, faire ou réparer des chemins, etc. Et donc l'arme du génie, qui jusqu'à présent était quand même plutôt concentrée sur la guerre de siège, et bien là, vous le voyez, ça devient une arme de la mobilité. La mission du génie, alors qui reste aussi bien sûr la guerre de siège, mais là, vous avez l'intégration de la mission de mobilité, préparer les chemins, construire des ponts, fabriquer, percer les forêts, consolider ou même combler les parties marécageuses, etc. Donc ça, c'est vraiment une très forte révolution militaire. Le génie devient l'arme de la mobilité.
Et donc, ce qui va caractériser et ce qui va largement expliquer le succès des armées françaises, eh bien, c'est cette mobilité qui est renforcée de façon structurelle avec le système divisionnaire et aussi de façon concrète, pragmatique, avec le renforcement de l'arme du génie comme arme de la mobilité. Alors, malgré tout, la guerre de siège reste une dimension essentielle de la guerre. Vous avez là une carte qui présente la situation au printemps 1794. Donc en bleu, vous avez les armées françaises, en rouge, vous avez les armées alliées. Et donc, les uns et les autres prennent appui sur des systèmes de fortification. Sauf que le système de fortification français, depuis Vauban, il a été fortement entretenu et renforcé. Alors que dans les Pays-Bas autrichiens, eh bien, le système des fortifications a été mis à l'abandon, notamment depuis le début des années 1780. Les fortifications du système autrichien, du système des Pays-Bas autrichiens, donc en Flandre, eh bien, sont devenues fortement défaillantes. Et donc, la guerre de siège va devenir un enjeu important. Alors, d'ailleurs, voyez ce que dit Carnot au général Pichegru en juillet 1794, ce que nous avons le plus à cœur, c'est l'évacuation du territoire de la République. C'est le principal but de la guerre révolutionnaire en 1794, c'est libérer le territoire de la République, pour des raisons stratégiques, mais aussi pour des raisons politiques. Le comité de salut public a parfaitement conscience que tant que la France sera occupée, enfin partiellement, occupée militairement, eh bien, ça créera un traumatisme politique et puis aussi, bien sûr, un danger, un péril militaire, puisque les places fortes françaises occupées par les troupes alliées peuvent être des points d'appui d'une nouvelle offensive telle que le duc de Brunswick l'avait menée en 1792. Donc, la guerre conçue par Carnot en 1794, c'est quand même avant tout une guerre défensive de libération du territoire. Et donc là, la guerre de siège, bien sûr, c'est le principal enjeu. Alors, cette guerre de siège, depuis 1792, elle a pris des formes, alors pas tout à fait nouvelles. Alors, ce que l'on voit sur cette gravure, qui représente donc le siège de Lille en 1792, c'est le bombardement de Lille par les troupes alliées, par l'armée du duc de Brunswick. Alors, un bombardement, on l'avait vu depuis les guerres de Louis XIV et tout au long du XVIIIe siècle, la pratique du bombardement s'est systématisée. Elle est devenue systématique, mais là, sous la Révolution française, elle prend une dimension particulière qui est une dimension politique. Pourquoi ? Parce que, comme le montre cette gravure, eh bien, ce qui est ciblé dans un bombardement, c'est les populations civiles. Eh bien, le duc de Brunswick, d'ailleurs, dans un certain nombre de textes qu'il publie, et notamment le plus célèbre qu'il a publié en 1792, qui est le manifeste du duc de Brunswick, eh bien, menace les populations civiles des villes françaises en leur disant en substance, là je ne cite pas le manifeste du duc de Brunswick mot pour mot, mais en disant en substance, Français, arrêtez de persécuter votre roi et rendez-vous à mes armées, et si vous ne le faites pas, vous allez souffrir. Et donc, la stratégie du duc de Brunswick, elle est politique. Il s'agit, dans sa stratégie, de viser la population française pour qu'elle mette fin à la Révolution française. Son objectif stratégique, explicitement affirmé, c'est mettre fin à la Révolution. Et dans cette perspective, le bombardement est un moyen efficace. En particulier,
à la fin août, début septembre 1792, lorsque l'armée du duc de Brunswick fait le siège de Valenciennes, eh bien, Valenciennes est assiégée, un début de bombardement, et puis la population civile de Valenciennes fait pression sur la garnison pour que la ville se rende. Et à ce moment-là, l'armée du duc de Brunswick, donc Valenciennes, entre en reddition, se rend, l'armée du duc de Brunswick pénètre dans la ville et elle est acclamée par la population. Et là, le duc de Brunswick en tire la conclusion que sa stratégie est pertinente. En faisant pression militairement sur les populations civiles, il espère mettre fin à la Révolution française, et c'est pour ça qu'il décide de foncer sur Paris, parce qu'il se dit, si les Parisiens se rendent comme les habitants de Valenciennes l'ont fait, eh bien là, la Révolution, c'est fini. Alors, on l'a vu, il va échouer, en partie à cause de la bataille de Valmy. Donc le bombardement, c'est vraiment une façon d'intégrer la dimension politique à la guerre. C'est d'ailleurs ce que dit Carnot, on l'a vu, là je reprends la même citation qu'on a vue, quand il dit donc que la Flandre est la région la plus facilement attaquable, puisque c'est un pays ouvert, éloigné de la métropole, où l'ennemi n'a point de place forte, où nos armées peuvent vivre à ses dépens, et alors là c'est vraiment très important, et où il existe des germes d'insurrection que nos succès peuvent développer. C'est-à-dire que Carnot compte sur le fait que l'invasion de la Belgique, donc qui fait partie des Flandres du Pays-Bas autrichien, eh bien que l'invasion de la Belgique par l'armée de la République pourrait obtenir le soutien de la population belge. C'était ce qui s'était passé en 1793, et notamment au moment de la bataille de Jemappes. La France avait, en 1793, donc après le succès de Valmy et le repli de l'armée du duc de Brunswick, elle avait envahi la Belgique avec, en bénéficiant assez souvent du soutien des populations civiles qui incitaient les garnisons donc à se rendre à se rendre aux Français. Alors, ce dispositif, cette invasion de la Belgique, elle avait fini par se démanteler à la suite de la défaite de Neerwinden le 18 mars 1793, et ce que Carnot veut faire, eh bien, c'est recommencer, renouveler ce dispositif, et on le verra d'ailleurs à la fin 1794 et au début 1795, eh bien, cette stratégie va aussi s'appliquer aux Provinces-Unies, donc bon, la Hollande, où là aussi, les troupes françaises, lorsqu'elles assiégeront un certain nombre de villes, eh bien, compteront sur le soutien des populations, puisque un certain nombre d'habitants de la Belgique ou des Provinces-Unies, eh bien, soutiennent la Révolution et veulent même faire entrer leur pays en Révolution. Donc vous voyez que la guerre de siège, c'est une guerre qui met en jeu, bien sûr, la dimension politique. Alors, par exemple, c'est ce qui se passe à Maastricht. À Maastricht, alors Marescot, qui est justement un ingénieur, un officier du génie, au moment du siège de Maastricht, donc en octobre-novembre 1794, voilà ce qu'il écrit: « Nos ennemis nous ayant donné à Lille, à Thionville, à Valenciennes, à Landrecies, l'exemple cruel de joindre les incendies, alors c'est-à-dire les bombardements, au procédé ordinaire d'attaque, on proposait de mettre en jeu 3 batteries incendiaires, c'est-à-dire des batteries de canons qui vont viser le centre de la ville, c'est-à-dire l'habitat civil. L'effet de ces 3 batteries devait être de couvrir Maastricht d'une pluie de feu, d'y multiplier les incendies, d'en rendre tous les quartiers également inhabitables, donc vous voyez, de faire pression sur la population civile. Et donc là, vous avez un plan qui montre que certaines batteries visent le système de fortification,
et d'autres visent le cœur de la ville. Et donc, pendant le siège de Maastricht, il y a un premier petit bombardement qui est fait, très limité, juste pour montrer à la population que l'armée française est prête à les bombarder. Et puis, tout ça ce petit bombardement va suffire et la population va faire pression pour obtenir la reddition de la ville, et c'est comme ça que le siège de Maastricht va s'achever de façon assez rapide et sans qu'il y ait eu beaucoup de dégâts. Donc faire la guerre, vous voyez, c'est quand on fait la guerre de siège, faire la guerre, c'est aussi faire de la politique. Mais aussi, une place forte, ça n'est pas que un lieu politique, c'est aussi un lieu logistique. Une place forte, c'est un point d'appui logistique, c'est une base logistique à partir de laquelle on peut prendre appui pour développer un système de guerre mobile. C'est ce que développe Jean Lemichaud d'Arçon, qui est lui aussi un ingénieur du génie, qui fait le bilan en 1795 de la campagne de Flandre en 1794, et il explique à quoi sert une place forte. Eh bien, ça sert à mettre un petit nombre d'hommes en état de résister et même de combattre longtemps contre un très grand nombre. C'est l'objet de la fortification. En fait, les places fortes servent à gérer la mobilité et à gérer la concentration de troupes. Quand on a un système efficace de fortification, eh bien, ce n'est pas seulement un système défensif, ça peut devenir un système offensif, ça permet de répartir et de concentrer les forces pour mener des opérations. C'est très exactement ce qui va se passer pendant la campagne de Flandre en 1794. Alors, justement, c'est aussi cette guerre de siège donc, qui va permettre de livrer efficacement des batailles. Alors, Carnot le dit dans son système général des opérations, en février, nous ne pouvons terminer la guerre dans cette campagne sans de grandes batailles, parce que Carnot, lui, envisage la perspective de mener des batailles décisives pour mettre fin à la guerre. Alors, on le verra, ça ne va pas se passer comme ça, mais c'est comme ça qu'il envisage le rôle de la bataille. C'est-à-dire que la bataille, ça doit être le résultat final de toutes les manœuvres qui ont été menées à partir des places fortes, des regroupements de forces, et une fois que les forces sont regroupées, on livre une bataille décisive qui est censée mettre fin à la guerre. Alors je dis bien qui est censée, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Donc revoyons donc la situation. Initialement, Carnot envisage de contourner les forces ennemies par la gauche, enfin par la gauche française et donc par la droite ennemie, en passant, vous le voyez, au nord-ouest par Ypres. En fait, c'est exactement le contraire qui va se passer, puisque le dispositif de défense ennemi s'affaiblit plutôt sur la partie est, autour de la ville de Charleroi. Et la bataille de Fleurus, le 26 juin 1794, eh bien, c'est une bataille qui vient en complément du siège de Charleroi remporté par les Français. Alors, cette bataille de Fleurus, que vous voyez ici, qui a été vraiment idéalisée, sacralisée, eh bien, c'est vraiment une bataille, non pas une bataille décisive, au sens où Carnot l'envisageait, parce qu'on va le voir tout à l'heure en termes de pertes, les Alliés perdent à Fleurus un très petit nombre d'hommes. Donc la bataille de Fleurus n'est pas du tout une bataille décisive, c'est en fait une bataille de gestion opérative. Alors c'est une bataille de gestion opérative, c'est une bataille, je dirais, une bataille d'ingénieurs. Et c'est ce que représente d'ailleurs symboliquement ce que l'on voit là dans le ciel, dans l'arrière-plan du tableau. C'est une bataille qui est menée avec des aérostats, donc qui sont des ballons, des aérostats qui servent à observer les troupes ennemies et à transmettre des informations. Et donc c'est vraiment une bataille non pas justement menée
à coups de baïonnette, à coups d'enthousiasme, c'est vraiment une bataille de gestion de l'opération. Et donc, vous avez cette dimension que l'on retrouve dans la quasi-totalité des grandes batailles de la Révolution française. Valmy, pareil, Valmy, c'était pas une grande bataille, ce qu'on appelle une bataille d'arrêt. C'est pas la bataille de la Marne en 1914, hein, c'est une bataille où il y a très peu de victimes, parce que c'est une bataille dont l'enjeu se mesure essentiellement à l'échelle opérative, à l'échelle des opérations. Et donc, on pourrait même dire d'ailleurs la même chose de la bataille de Jemappes, etc. Il n'y a eu aucune bataille décisive pendant les guerres de la Révolution. Toutes les batailles ont eu un impact, comme Fleurus, à l'échelle opérative. Et donc, ça veut donc dire que le critère essentiel, alors, c'est ce que dit Carnot, hein, dans une lettre envoyée en juillet 1794, il dit, bon, il faut être prêt à la bataille, mais voyez ce que dit pendant la première citation, la réunion des forces ennemies est un événement qui doit nous confirmer dans la résolution d'éviter toute action décisive jusqu'à ce que vos derrières soient assurés par la reprise des places envahies. Donc Carnot dit, il faut viser une bataille décisive, mais attention, ne pas tenter de livrer une bataille décisive n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Il faut tenir compte de la répartition des forces ennemies, et donc c'est finalement cette dimension de la guerre qui devient dominante. Il faut donc gérer essentiellement ce qu'on appelle donc l'économie des forces. L'économie des forces, c'est ce que Carnot avait, l'expression qu'il avait utilisée dans son éloge de Vauban. Qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est gérer l'économie des forces. Alors, il y a un concept qui va apparaître en 1793, qui est le concept de guerre de masse, et qui exprime très bien cette idée. Alors, d'abord, un premier bilan, hein, c'est d'abord, quand on dit gérer l'économie des forces, qu'est-ce que c'est que les forces? Là, vous avez un tableau qui montre l'évolution des effectifs de l'armée française. Alors, la courbe supérieure en pointillé, c'est les effectifs théoriques. Et la courbe en dessous, c'est les effectifs réels. Donc, on le voit, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, que le sommet atteint par les effectifs de l'armée républicaine au printemps 1794, c'est autour de 750 000 hommes. Mais vous le voyez, cet effectif baisse assez rapidement, et donc si on fait sur l'ensemble de la période de la guerre de la première coalition, 1792-1797, si on fait une moyenne, eh bien, on tourne autour de 450 000 hommes, 480 000 hommes. Et donc, vous le voyez, finalement, ça n'est pas une mobilisation si considérable que cela. Faisons une comparaison avec ce qu'était la mobilisation sous Louis XIV, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1788-1797. Eh bien, sous Louis XIV, on a une armée d'à peu près 400 000 hommes dans un royaume de 20 millions d'habitants. C'est-à-dire, la proportion entre l'armée et la population du royaume, c'est donc 2%. En 1794, quand on atteint le sommet de 750 000, eh bien, on est quand même dans un pays de 28 millions d'habitants. Là, la proportion, c'est 2,6% de la population de la France. Mais si on applique sur l'ensemble de la guerre, des guerres de la première coalition, 1792-1797, la moyenne de 480 000, qui est une moyenne très très variable, hein, avec vous le voyez hein, sur ce schéma, avec de fortes variations, eh bien, on est autour plutôt de 1,8%. Bien, la conclusion, c'est que finalement,
l'impact de la mobilisation de la population française pendant les guerres de la Révolution, eh bien, il est tout à fait comparable à ce que c'était sous Louis XIV. Donc il n'y a pas, sous les guerres de la Révolution, eh bien, une révolution de la mobilisation. Trop souvent, les historiens et les commentateurs de la guerre de la Révolution se focalisent sur le concept de levée en masse. Mais la levée en masse, vous le voyez, eh bien, ça dure même pas un an. Sur l'ensemble des guerres de la Révolution, la mobilisation est finalement assez limitée. En tout cas, elle ne va pas au-delà de ce qu'on avait observé sous Louis XIV. Alors, le concept de guerre de masse, malgré tout, il est élaboré en 93, qui est le moment où on prépare cette levée en masse. Alors, le concept de guerre de masse, c'est Grimoald. Grimoald, c'était un général de l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, il était maréchal de camp. Maréchal de camp, c'est l'équivalent d'un général, hein, c'est pas maréchal de France. Hein. Et en avril 1793, il est convoqué par le comité de salut public pour donner son avis sur le type de guerre qu'il faudrait mettre en œuvre. Et à ce moment-là, il dit, donc là, il a publié ça en 1806, mais donc ce texte qui est publié en 1806, c'est la transcription de ce qu'il a dit au comité de salut public en 93. Et ce qu'il a dit, c'est ça, qu'il faut faire une guerre de masse, c'est-à-dire de diriger toujours sur les points d'attaque le plus de troupes et d'artillerie qu'on pourra. Qu'est-ce que c'est que la guerre de masse? Eh bien, c'est livrer une bataille en situation de supériorité numérique. Et du coup, comme on est plus nombreux que l'adversaire, finalement, eh bien, on se fiche de la tactique, on n'a pas besoin que les soldats soient compétents, etc. Il suffit de submerger l'adversaire sous le poids de la masse et aussi, c'est ce qu'il dit, de la motivation. Exiger que les généraux soient constamment à la tête des soldats pour leur donner l'exemple du dévouement et du courage. Et il dit se jeter brusquement dessus à coups de baïonnette sur l'ennemi, sans songer ni à tirailler, ni à faire des manœuvres. Donc vous voyez, ce stéréotype de la guerre révolutionnaire, qui est une guerre instinctive et une guerre de masse, elle est formulée, une fois de plus, par un acteur de la Révolution, comme on l'a vu tout à l'heure avec Barère. Mais en fait, il y a une dimension de la guerre de masse qui est suggérée dans cette citation, et c'est cette dimension qui va surtout devenir déterminante. Cette dimension, c'est la dimension de la gestion. Comment faire en sorte de livrer une bataille en supériorité numérique? Eh bien, il faut gérer les manœuvres. Il faut faire en sorte que l'on puisse concentrer les troupes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, pour faire en sorte qu'elles soient en situation de supériorité numérique face à l'adversaire. Or, ça ne va pas de soi, car il ne faut, même avec la levée en masse, il ne faut pas oublier que la France est en situation d'infériorité numérique à l'échelle stratégique. La France fait la guerre à l'Angleterre, enfin à la Grande-Bretagne, à la Prusse, à l'Autriche, à l'Espagne et à un certain nombre de puissances italiennes, notamment le royaume de Naples, etc., eh bien, la France est en infériorité stratégique. Si, imaginez que toutes ces puissances concentrent toutes leurs forces militaires pour envahir la France, là, la France, elle pourrait pas résister. Ce qui protège la France, c'est que chacune de ces puissances s'engage dans la guerre avec des proportions limitées. Parce que ce qui se passe en France, alors, impacte la Grande-Bretagne, impacte la Prusse, etc., mais pour ces pays-là, ce qui se passe en France, ce n'est pas non plus un enjeu vital. Et donc, chaque membre de la coalition ne s'engage pas dans la guerre avec des moyens illimités, avec la totalité de ses moyens. Donc, mais stratégiquement, il y a quand même cette perspective qui existe.
et ça, c'est de ça que Carnot a conscience, il se dit, si les Alliés décident de s'engager à fond dans la guerre, eh bien là, on se retrouvera en situation d'infériorité. Donc, qu'est-ce que c'est que la guerre de masse? La guerre de masse, c'est partir d'une situation d'infériorité stratégique pour aboutir à une situation de supériorité tactique. Donc, pour résumer, globalement, la France a des effectifs militaires inférieurs aux Alliés, mais il faut faire en sorte qu'au moment de livrer la bataille, eh bien, on soit en situation de supériorité numérique. Eh bien, ça n'est pas du tout ce que dit Grimoire, ça c'est pas de la guerre d'instinct, c'est de la guerre de gestion de l'économie des forces. Alors, gestion de l'économie des forces, c'est aussi gérer la violence. Ça, c'est une dimension vraiment essentielle que l'on voit surtout d'abord apparaître dans la guerre de siège. Alors, là aussi, les discours qui sont prononcés pendant la Révolution française donnent une impression inverse. Notamment, je les avais évoqués la semaine dernière, j'avais évoqué un certain nombre de décrets de la Convention qui n'ont pas été appliqués par les armées. Et là, on va étudier les choses concrètement. Vous avez par exemple le décret du 7 prairial en 2. Alors, c'est un décret qui dit que les armées françaises n'ont pas le droit de faire des prisonniers anglais et hanovriens. Alors, hanovrien, le Hanovre, il est dépendant de la monarchie britannique, puisque la dynastie qui règne sur la Grande-Bretagne, c'est donc Georges III, eh bien, c'est une dynastie venue du Hanovre. Et donc, le Hanovre, qui est une partie de l'Empire germanique, est sous tutelle britannique, donc on assimile les Anglais et les Hanovriens. Donc on dit les Anglo-Hanovriens. Donc, la Convention interdit aux soldats de faire des prisonniers anglo-hanovriens. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut les massacrer. On ne les garde pas prisonniers, on les massacre. Et donc ça, c'est un décret qui a fait scandale. Mais c'est un décret qui n'a pas été appliqué. Par exemple, ici, on est dans une situation qui est le siège de Nieuport. Donc Nieuport, qui est une ville, un port de Flandre, et à Nieuport, il y a une partie de la garnison qui est composée, c'est ce que dit le général Moreau, d'hanovriens. Et là, le général Moreau, il est confronté à un problème. C'est que il sait que les soldats hanovriens savent que si la ville est prise par les Français, ils se feront massacrer. Et donc, Moreau dit, ils vont être déterminés à résister le plus possible. Et donc, il dit, le siège va devenir compliqué, parce qu'on ne va pas pouvoir négocier avec ces gens, parce que eux, ils savent que c'est une question de vie ou de mort. Et donc, il va falloir, ce siège va durer longtemps, il va falloir prendre la ville de vive force, il va falloir l'attaquer, etc. C'est la raison. Et Moreau a conscience que ça va coûter. Ça va coûter en vie humaine, ça va coûter en temps, ça va coûter en moyens logistiques. Et donc, le 12 juillet, il écrit une lettre aux représentants de l'armée du Nord, aux représentants en mission, pour leur demander l'autorisation de ne pas respecter le décret de la Convention. Et donc pour dire aux soldats hanovriens de la garnison de Nieuport que si la ville est prise, ils ne seront pas massacrés et donc qu'ils ont intérêt à se rendre et ça permettra d'abréger le siège. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Les représentants en mission qui s'appellent Richard et Lacombe Saint-Michel écrivent au comité de salut public, vous voyez, CSP, c'est comité de salut public, et ils disent, ils approuvent la demande de Moreau, et ils disent que, voyez la raison, c'est par la raison que cette place arrête
tout le cours de nos opérations et que s'il faut la prendre d'assaut, nous ne sommes pas en état de la prendre avec des moyens que nous y avons, puisque l'expédition de Saint-Michel, il ne reste que 6 à 7 000 assiégeants, et les assiégés font la résistance qu'on doit attendre des hommes qui n'ont d'autres ressources que la mort. Nous sommes obligés de suspendre l'attaque au milieu du siège pour attendre de nouveaux moyens. Donc, voyez pourquoi le décret et le comité de salut public valident cela, et donc le décret n'est pas appliqué, et Moreau est autorisé à négocier la reddition, et il obtient d'ailleurs la reddition de la garnison. Et quel est le motif qui légitime cette décision? Eh bien, c'est le motif de l'économie des moyens. Nous n'avons pas les moyens, dit Moreau et disent les représentants en mission, de nous engager dans un siège long et sanglant. Et donc, et si on mobilise des moyens pour faire ce siège, eh bien c'est tout le reste des opérations qui va s'en trouver affecté. Donc, c'est pas raisonnable, c'est pas pertinent sur le plan militaire, donc il vaut mieux renoncer au décret de la Convention. C'est exactement ce qui va se passer systématiquement. Ce décret n'a jamais été appliqué. Il y a un autre décret, qui est le décret du 16 Messidor an II, qui lui concerne les villes françaises qui sont occupées par les ennemis. Donc il y en a 4, je les ai cités tout à l'heure, Landrecies, Le Quesnoy, Condé et Valenciennes. Et là, le décret, voté donc par la Convention, précise que lorsque l'armée française arrive pour faire le siège de ces villes, eh bien, elle envoie une sommation à la garnison en disant à la garnison qui occupe la ville « Rendez-vous à discrétion », c'est-à-dire sans condition. Et quand une garnison se rend à discrétion, ça veut dire que son sort dépend de la volonté arbitraire de l'assiégeant. Quand on se rend à discrétion, on met sa vie entre les mains de celui à qui on se rend, qui fait ce qu'il veut de votre vie. Donc, on envoie une sommation aux villes assiégées en disant « Rendez-vous tout de suite. Si vous ne vous rendez pas dans les 24 heures, eh bien, la ville sera prise d'assaut et vous serez massacrés. » Donc, c'est vraiment un décret qui est une rupture totale avec les pratiques ordinaires de la guerre de siège. Qu'est-ce que c'est que la guerre de siège? C'est une guerre de négociation. Le but d'un siège, c'est pas de prendre la ville d'assaut parce que ça coûte cher en moyens humains, en moyens matériels, etc. Le but d'un siège, c'est d'obtenir la reddition de la ville. Or, là, eh bien, en disant que la garnison a 24 heures pour se rendre à discrétion, c'est mettre fin à toute possibilité de négociation, et puis, surtout, c'est rendre impossible toute capitulation. Qu'est-ce que c'est qu'une capitulation? Une capitulation, c'est un texte négocié entre les assiégeants et les assiégés qui définit les conditions de la reddition. Eh bien, vous voyez que cette convention, elle met fin finalement à la pratique de la capitulation. C'est un décret qui est vraiment un décret qui vise à radicaliser la guerre. Rendez-vous à discrétion, sinon on vous massacre. Voilà le contenu du décret. Or, ce décret-là, les militaires de la République le détestent. Et un en particulier, le général Scherer, c'est lui qui dirige un certain nombre de sièges, et eh bien, ça le met dans une situation qui est très inconfortable. Il ne peut pas négocier avec les ennemis, et comme il ne peut pas négocier avec eux, eh bien, la seule alternative, c'est prendre la ville d'assaut, c'est-à-dire exposer ses soldats à la mort, et puis surtout, prendre une ville d'assaut, essayer de prendre une ville d'assaut, c'est prendre le risque d'un échec. Et ça, les généraux qui commandent les armées, eh bien, ils détestent ça. Alors, Scherer, en gros, nous explique, c'est ce que Carnot explique, en gros, il fait semblant d'appliquer le décret. C'est-à-dire qu'il envoie une sommation à la garnison donc, de la ville
notamment ici la garnison du Quesnoy, donc, ou une sommation donc, où il rappelle le décret, mais en fait, il entre malgré tout dans une négociation. Et c'est validé par Carnot. Le décret ne prescrit pas absolument cette mesure. En gros, la mesure à laquelle fait référence Carnot, c'est négocier les conditions de la reddition. Eh bien, la conclusion, on la voit ici formulée par Marescot. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pendant les 4 sièges, donc des villes en juillet-août, pendant les 4 sièges des villes assiégées par les Français et occupées donc par les ennemis, eh bien, à chaque fois, la reddition va être négociée. Et on va même arriver à des capitulations, et même des capitulations totalement modérées. Par exemple, là c'est ce qui est évoqué ici, eh bien, pour inciter les garnisons à se rendre, eh bien, les soldats des garnisons ennemies sont faits prisonniers, mais relâchés, et on les autorise à revenir, rejoindre leurs armées. Alors, avec une condition, ils doivent prêter serment de ne pas se réengager au cours de la campagne contre l'armée française. C'était une condition de reddition qui avait été subie par l'armée française en 1793 au siège de Mayence. C'est une convention de guerre. Pour inciter, le but de cette reddition très modérée, très tolérante, on ne fait même pas prisonnière la garnison, on la relâche. Eh bien, c'est une façon d'inciter les garnisons à se rendre, parce qu'elles savent que finalement, elles n'ont rien à craindre, elles vont être libérées. C'est une incitation à la reddition. Eh bien, c'est ce qui se passe dans les 4 villes françaises qui ont été occupées par les ennemis. Et donc là aussi, le décret de la Convention, concrètement, n'est pas appliqué. Alors les généraux font semblant de l'appliquer, c'est-à-dire qu'ils font une sommation en évoquant ce décret, et puis ils engagent des négociations. Alors, secrètes au départ, mais même à la fin, ces négociations, elles sont même validées par le comité de salut public. Et donc, vous le voyez, cette pratique de la guerre de siège, eh bien, elle prend en compte ce critère fondamental qui est l'économie de moyens et qui fait que les pratiques militaires entrent même en contradiction avec les impératifs politiques définis par la Convention. Et si vous vous souvenez du discours de Robespierre le 8 Thermidor, la veille donc de sa chute, eh bien, il fait référence au fait que, justement, les décrets de la Convention ne sont pas appliqués, et ça le choque parce que lui, il veut que la guerre soit soumise aux impératifs politiques. Et donc, il veut que l'armée se soumette aux décrets de la Convention. Et il s'insurge contre le fait que, à l'inverse, eh bien, l'armée suit sa logique, qui est une logique d'économie des forces, avec d'ailleurs la complicité de Carnot, qui est le principal adversaire de Robespierre. Alors, le bilan. Combien cette guerre va-t-elle coûter en vie humaine? Eh bien, Carnot, il avait formulé son idéal, sa conception de la violence de guerre dans son éloge de Vauban, où il explique que la guerre, ça doit être une guerre d'ingénieurs, c'est-à-dire que la guerre, elle doit être menée au nom de des principes de la raison militaire. Et il dit même, cette raison militaire, elle peut être déterminée par des déterminations logistiques, par des déterminations techniques, par des déterminations rationnelles. Alors, c'est la paisible philosophie qui découvre elle-même un nouveau moyen de ravager la terre. C'est-à-dire qu'on fait la guerre
au nom de principes rationnels. C'est elle qui met le salpêtre aux mains du guerrier, et le guerrier, armé de ce nouveau tonnerre, devient philosophe. Il veut combiner ses opérations, il calcule les coups qu'il doit porter, et bientôt, exterminer est un art qui a besoin de sang-froid. Mais de sang-froid, l'homme sait recevoir la mort et ne sait point la donner. Ainsi, une généreuse bravoure prend la place du courage effréné. Ainsi, on pleure ses ennemis et l'humanité devient la première des vertus militaires. Vous voyez, c'est exactement, presque mot pour mot, le contraire de tout ce que disent les révolutionnaires comme Barrère, comme Grimoire, qui disent au contraire qu'il ne faut pas que la guerre soit raisonnée, il ne faut pas qu'elle soit menée selon des principes raisonnables, il faut au contraire qu'elle soit animée par l'enthousiasme, la détermination, et donc l'absence totale de sang-froid. Carnot, lui, il dit le contraire. Il faut que la guerre soit menée de façon rationnelle, et quand on mène la guerre de façon rationnelle, dit-il, eh bien, on la mène avec un sentiment d'humanité, parce que c'est difficile de tuer quelqu'un de sang-froid. Et donc, ça c'est quand même... Alors, vous me direz, ça c'est 1784, la Révolution n'a pas encore commencé, etc. Oui, mais comme on va le voir, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai vraiment une conviction individuelle, que l'éloge de Vauban, écrit par Carnot en 1784, c'est vraiment la doctrine militaire appliquée par Carnot 10 ans plus tard, en 1794. Alors, c'est pas seulement une conviction personnelle, c'est quand même le résultat d'un certain nombre d'analyses. Alors, on va étudier le critère des pertes. C'est un critère important pour comprendre justement cette notion d'économie des forces, ces notions de violence, etc. Question, est-ce que les guerres de la Révolution ont été des guerres plus sanglantes? Est-ce que les soldats révolutionnaires que Barrère décrit comme des fous furieux, que Grimoire décrit là aussi comme des fous furieux qui montent à l'assaut de l'ennemi et qu'ils massacrent à coups de baïonnette, est-ce que les soldats révolutionnaires, concrètement, ils ont fait la guerre comme ça? Alors, le premier à avoir dit non, eh bien, c'est Gaston Baudard, qui était un Autrichien, qui a fait une étude sur les pertes dans les guerres en 1916, enfin une étude qui avait été réalisée en 1909, avant la Première Guerre mondiale, qui a été publiée en 1916, et il a analysé l'histoire des pertes dans les batailles depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et voilà ce qu'il dit sur la période révolutionnaire. Les grandes batailles furent fréquentes, mais bien moins sanglantes que celles de la guerre de 7 ans. La perte moyenne en blessés et tués ne dépasse pas 8%. Même les armées vaincues, qui dans les guerres précédentes perdaient souvent le tiers ou le quart de leurs effectifs en morts et blessés, subirent rarement plus de 15% de pertes. La guerre commençait à être conduite plus humainement que précédemment. Le nombre de soldats français faits prisonniers excédant 150 000, tandis que celui des Alliés atteignait 220 000. Alors commençons par ce dernier critère, le nombre des prisonniers. Quand il y a beaucoup de prisonniers, ça veut dire effectivement que la violence, elle est maîtrisée. Ça veut dire que la bataille, c'est pas seulement tuer des gens. Si on fait des prisonniers, ça veut donc dire qu'on accepte d'arrêter de se battre. Donc, l'importance du nombre de prisonniers, c'est un indicateur. Mais l'indicateur, évidemment, le plus direct de la baisse d'intensité des combats, c'est le taux de perte. Alors, le taux de perte, c'est morts et blessés. Et là, vous voyez ce que dit Gaston Baudard. On l'avait vu quand on avait étudié la guerre de 7 ans. Si vous prenez des batailles comme Zorndorf, Kunersdorf ou Torgau pendant la guerre de 7 ans, donc des batailles menées par la Prusse contre les Autrichiens et ou les Russes. On avait remarqué qu'on avait des taux de perte qui dépassaient 30%. Et des taux de perte globaux. Maintenant, sur l'ensemble des batailles, donc là, ces batailles-là, les 3 que je viens de citer, ont été les plus intenses. Mais la moyenne qui a été évoquée, qui a été calculée par Gaston Baudard
sur les guerres pendant la guerre de 7 ans, eh bien effectivement 25%, 33% des pertes, c'est le niveau plutôt le niveau des vaincus. Pendant la guerre de 7 ans, le taux global des pertes dans les batailles, eh bien, c'était autour de 15%. Donc là, il le remarque, pendant les guerres de la Révolution, on est à moins de 8%. Alors, j'ai fait une étude à partir d'un inventaire de toutes les batailles et de tous les combats qui a été réalisé par un historien anglais qui s'appelle Digby Smith et qui a fait un inventaire de toutes les batailles. À partir des données qu'il a fournies sur les effectifs et sur les pertes, j'ai construit une base de données pour calculer le taux moyen des pertes dans les batailles, les combats, les escarmouches de la période révolutionnaire et bataille et impériale. Donc là, ce que vous voyez, les statistiques que vous voyez là, elles s'appuient sur une base de données qui comprend à peu près 980 épisodes militaires menés sur l'ensemble de la période 1792-1815. Et donc là, vous voyez le taux moyen des pertes subies dans les actions militaires, batailles, combats, escarmouches, par année. Vous voyez que, eh bien, en 1793, 94, 95, on a des taux de perte. Eh bien, ça confirme ce qu'a dit Gaston Baudard, hein, ça confirme. On est en dessous de 8%. Alors, on voit que sous l'Empire, ça augmente, mais que malgré tout, sous l'Empire, eh bien, on reste quand même dans des taux de perte moyens inférieurs à ceux de la guerre de 7 ans. Et donc là, ça met fin à un lieu commun et qu'on retrouve encore très souvent formulé dans l'historiographie, où on dit que les guerres de la Révolution et de l'Empire, ce sont des guerres totales. Alors le concept de guerre totale, c'est non seulement un concept faux, mais en plus c'est un concept absurde. Mais les guerres de la Révolution et de l'Empire, eh bien, se caractérisent, là on le voit, par un taux de perte inférieur aux guerres des périodes antérieures. Donc ce ne sont pas des guerres plus intenses. Alors, il y a un critère qu'il faut prendre en compte, c'est quand même que, là c'est le taux de perte moyen des batailles, c'est vrai que sous la Révolution et surtout sous l'Empire, le nombre de batailles est plus important qu'auparavant. Et donc, la valeur absolue des pertes, elle est quand même très forte, surtout sous l'Empire. Donc, je ne cherche pas non plus à dévaloriser et à dire les guerres de la Révolution de l'Empire, c'est finalement des affrontements très modérés, etc. Non, il faut être nuancé. Et là, ce qu'on est en train d'étudier, c'est un critère qui nous permet de mesurer l'intensité des combats et pas l'impact global des guerres. Là, c'est l'intensité des combats. Alors, plus précisément, donc, vous le voyez, le taux de perte moyen sur l'ensemble de la période 92-1815, c'est 9,40%. Sur la période des guerres révolutionnaires, 92-1802, c'est 8,2%. Et regardez, pour l'année 1794, par exemple, c'est 7,76%. Donc, les guerres révolutionnaires sont... Les batailles des guerres révolutionnaires sont moins intenses que celles des guerres impériales. Et puis, il y a un critère qui est très important. C'est le critère des taux de perte dans les batailles à effectif supérieur à 100 000 hommes, c'est-à-dire les grandes batailles. Eh bien, entre 1792 et 1805, il y a très peu de batailles de ce type. Il n'y en a que 9. Et ça, c'est absolument remarquable. Regardez, le taux de perte moyen de ces grandes batailles, c'est 3,94%. Prenez la bataille de Fleurus, par exemple, elle a un taux de perte de 5%, et dans cette bataille, les Français qui gagnent la bataille, eh bien, subissent plus de pertes
c'est-à-dire à peu près 7%, que les vaincus, les Autrichiens, qui eux subissent un taux de perte situé entre 2 et 3%, plutôt près de 3%. C'est un taux de perte, mais vraiment ridicule, vraiment très faible. Alors on peut se poser la question, pourquoi les Autrichiens ont accepté la défaite, ont accepté de perdre cette bataille, alors qu'ils ont perdu quasiment, qu'ils ont perdu que 3% de leurs effectifs. Ça veut donc dire qu'ils conservaient leur capacité tactique. Eh bien, parce que l'enjeu de la bataille, c'est la campagne. Et que, à un moment donc, où les Autrichiens ont perçu qu'ils étaient en train de perdre la bataille tactiquement, et aussi au moment où ils ont appris que la veille de la bataille, la ville de Charleroi, ils avaient perdu la ville de Charleroi parce qu'elle s'était rendue, et donc ils se sont dit, ça n'a plus aucun intérêt de continuer à perdre des hommes dans cette bataille qui ne sert à rien, parce que la bataille, elle avait pour principal objectif de venir au secours de la ville de Charleroi qui était assiégée par les Français. Et une fois qu'ils ont appris que la veille de la bataille, eh bien, Charleroi s'est rendue la veille de la bataille et les Autrichiens, au matin de la bataille, n'étaient pas au courant. Donc ils ont engagé la bataille sans savoir que Charleroi s'était rendu. Et c'est seulement au cours de la bataille qu'ils en prennent conscience, qu'ils l'apprennent, et donc voilà pourquoi ils abandonnent la bataille après avoir perdu un nombre d'hommes vraiment très limité. Alors que vous le voyez sous l'Empire, là c'est un autre système de guerre. Le système de guerre napoléonien repose sur justement la bataille décisive. Bon, Austerlitz, Wagram, Iéna, Waterloo, eh bien, c'est des batailles au cours desquelles le sort de la guerre se joue, ou au moins le sort de la campagne. Donc Napoléon y met des moyens extraordinaires, très forts, et il y met une détermination très forte, ce qui fait que ces batailles-là, eh bien, elles ont un taux de perte supérieur, mais qui reste quand même inférieur à ce qu'on a connu pendant la guerre de 7 ans. Donc, finalement, vous le voyez, eh bien, les guerres de la Révolution française ont été menées avec une forte conscience des enjeux de l'économie des forces. Je dirais que c'est une guerre d'ingénieurs telle que Carnot l'avait définie en 1784. Il faut gérer avant tout l'économie des forces et on voit que ce sont des guerres qui sont menées finalement sans cette dimension du fanatisme, de l'enthousiasme, de la violence. Alors, à l'échelle du soldat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va voir maintenant dans la troisième partie. Alors, quel est l'impact de la guerre à l'échelle du soldat? Alors, il y a, ça c'est une dimension qu'on a déjà évoquée la semaine dernière, il y avait cette révolution de la gloire qui fait que le soldat est encouragé, vous voyez la Marseillaise, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, il y a une incitation bien sûr à la motivation du soldat. Maintenant, il y a un élément fondamental dans la propagande qui se développe, et il y a un critère très important qui devient, je dirais même, le critère essentiel, qui est plus important que l'héroïsme, c'est le critère du sacrifice. Alors, le recueil des actions héroïques et civiques des républicains français, j'en avais parlé la semaine dernière, eh bien, vous voyez, par exemple, il raconte ce fait d'armes. 3 Pluviose en second, Charles-Gabriel Legris, âgé de 25 ans, natif du Ham, soldat au 150e régiment d'infanterie, reçoit, en montant au redoute de Keffendorf près de Gnau, un boulet qui lui casse la jambe. Après avoir souffert avec un courage héroïque l'amputation, il demande sa jambe. « Ô ma patrie », s'écrie-t-il, reçoisant le sacrifice. Alors, il se situe où l'héroïsme de ce soldat? Eh bien, il se situe dans, vous voyez, l'amputation. C'est au moment de subir l'amputation qu'il fait preuve d'héroïsme. Et puis, ensuite, eh bien,
cette forme d'héroïsme, eh bien, elle s'insère dans le paradigme du sacrifice. Pourquoi le sacrifice devient la vertu militaire, finalement, qui domine l'ensemble des vertus et qui s'impose même à la culture de l'héroïsme? Eh bien, parce que le sacrifice, c'est le consentement de l'individu aux normes et aux exigences de la guerre. Et donc, le sacrifice, c'est vraiment mettre l'action de la dimension individuelle. Il faut que l'individu accepte d'offrir sa vie. Ça, c'est la question fondamentale. Inciter les individus à donner leur vie, ça veut dire quoi? Et ça, c'est vraiment le paradoxe du sacrifice. Parce que quand on voit les incitations multiples au sacrifice, on a un petit peu l'impression que finalement, on a une culture qui ne prend pas en compte la vie des individus. Sacrifiez-vous. Ça veut donc dire qu'on n'accorde pas de l'importance aux individus. Eh bien, c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que mettre l'accent sur le sacrifice, c'est au contraire mettre l'accent sur le consentement individuel. Alors, c'est vrai que dans les cultures politiques et militaires, il y a deux façons de concevoir le sacrifice. Il y a une façon totalitaire, où là, on impose le sacrifice à tout le monde, sans tenir compte de la dimension individuelle. C'est le sacrifice de la patrie, c'est le sacrifice des masses, où on ne prend pas en compte le fait qu'une masse, elle est composée d'individus. Dans la logique républicaine des guerres révolutionnaires, le sacrifice, lui, c'est le sacrifice des individus. Et ce sacrifice des individus, il est valorisé parce que justement, on accorde de l'importance à l'individu. Et il y a un élément qui l'exprime très bien, c'est ce décret de la Convention du 4 juin 1793, décret qui accorde des pensions et des secours aux veuves des militaires décédés au service de la République. Effectivement, donc, les veuves des soldats tués à la guerre, eh bien, peuvent recevoir des pensions. Alors, il y a un certain nombre de conditions qui sont précisées, mais quand même, symboliquement, ce décret, c'est fondamental. Ça veut donc dire que désormais, la mort d'un citoyen qui est soldat, eh bien, elle a un prix, elle a un coût. Et donc, ça veut dire qu'on accorde de l'importance à la vie des individus. Eh bien ça, je dirais que c'est ça qui explique la culture du sacrifice. La mort d'un individu, c'est important. C'est important pour sa famille, c'est important pour sa veuve, c'est important pour la République, et donc, puisqu'on accorde de l'importance aux individus, eh bien, il faut les inciter à accepter la mort. Parce que la guerre, c'est quand même avant tout exposer sa vie, et donc, d'où la culture du sacrifice. Donc, il y a une articulation entre la culture du sacrifice et l'intérêt porté à la vie des individus. Eh bien, c'est tout le contraire de ce que suggèrent un certain nombre d'historiens qui parlent de guerre totale, qui présentent même les guerres de la Révolution comme une des guerres totalitaires. Alors ça, on y reviendra plus tard. C'est un raisonnement qui est faux parce qu'il s'appuie sur des préjugés, sur des lieux communs associés aux guerres de la Révolution et pas sur les réalités des pratiques de la guerre. Alors, par ailleurs, donc, comment ça se passe dans les situations de combat? Le soldat citoyen qui perd sa vie, dans quelles circonstances ça arrive? Alors, est-ce qu'il reçoit un boulet de canon, une balle de fusil, un coup de baïonnette, etc. Quelles sont les circonstances de la guerre?
Alors, je reviens sur la citation de Grimoire, quand il parle de la guerre de masse, et quand il dit qu'il faut se jeter sur les ennemis à coups de baïonnette, sans songer ni à tirailler, ni à faire des manœuvres. Alors, effectivement, il y a une mythologie de la baïonnette, alors qui existait déjà pendant l'Ancien Régime. Souvenez-vous de la controverse entre Guibert et Ménilde-Durand. Ménilde-Durand, qui défendait le principe de l'ordre profond, disait qu'il fallait favoriser le combat à la baïonnette plutôt que l'arme à feu. Mais sous la Révolution française, cette dimension, elle prend là aussi une dimension politique où certains disent même que la baïonnette, c'est l'arme de la République. Pourquoi ? Pourquoi cette mythologie de la baïonnette ? Eh bien parce que la baïonnette, c'est une arme individuelle, alors que l'arme à feu, elle s'utilise systématiquement de façon collective. On tire par salve et sur ordre. Et d'ailleurs, dans les traités militaires, on dit souvent que l'ordre mince, décrit par Guibert, qui repose fondamentalement sur l'usage de l'arme à feu, l'ordre mince a quelque chose de tyrannique, puisque ça impose une discipline de fer aux soldats qui doivent s'exposer au feu ennemi et tirer uniquement sur ordre. À l'inverse, le combat à la baïonnette, qui est un combat d'homme à homme, qui est un combat de corps à corps, qui est un combat donc individuel, eh bien apparaît pendant la Révolution française finalement comme un combat républicain. Ce sont des individus autonomes et libres qui se battent et qui se battent à la baïonnette. Voilà pourquoi il y a une mythologie républicaine de la baïonnette qui a d'ailleurs été étudiée par l'historien américain John Lynn, qui est un historien contemporain, qui est toujours vivant et toujours actif, qui va d'ailleurs bientôt publier en France un livre sur le terrorisme, une nouvelle forme de guerre. Bref, John Lynn a publié un livre dans les années 80 qui s'intitule Bayonets of the Republic, les baïonnettes de la République, où il analyse effectivement cette mythologie républicaine de la baïonnette. Mais dans l'ouvrage dans lequel il dit aussi, eh bien cette mythologie, c'est une pure fiction. Parce que dans la pratique, eh bien la baïonnette n'est pas plus utilisée à l'époque révolutionnaire qu'auparavant. Alors, souvenez-vous cette statistique qu'on avait étudiée en cours sur les taux de perte. Alors ça, c'est une statistique qui vaut sur l'ensemble de la période depuis la création de l'Hôtel des Invalides jusqu'en 1796. Et donc, c'est les taux ça, la base, c'est les registres d'admission aux invalides et on voit les armes utilisées dans les blessures. Et vous le voyez, les baïonnettes, ça représente une proportion très faible des blessures déclarées par les soldats admis aux invalides. Donc, je le redis, ce tableau, ça porte sur l'ensemble de la période 1674-1796. Mais pendant la Révolution, eh bien, il n'y a pas d'inflexion de ces proportions. En gros, les soldats sont blessés pendant la Révolution française de la même façon qu'ils l'étaient dans les guerres auparavant. C'est d'ailleurs ce que dit Jomini. Alors, Jomini, c'est un officier suisse qui est passé dans l'armée française pendant la Révolution française et au début de la période impériale, puis qui s'est trouvé humilié par le système napoléonien, et donc il a changé de camp et il a fini par rejoindre l'armée russe. Mais surtout, au XIXe siècle, Jomini est devenu le principal théoricien de la guerre, et d'ailleurs, y compris d'ailleurs, aux yeux de ses contemporains, c'est Jomini la grande référence, beaucoup plus que Clausewitz.
Clausewitz, sa réputation, c'est surtout après sa mort en 1830 que sa réputation va se développer. Mais à l'époque où Clausewitz vivait, dans les années 1820, etc., et faisait ses productions, la vedette, vraiment la grande référence de la théorie militaire, c'est Jomini. Alors, Jomini, en 1938, il publie donc ce précis de l'art de la guerre, et il avait publié auparavant beaucoup d'ouvrages d'histoire des guerres de la Révolution. Jomini, c'est vraiment le plus grand historien des guerres de la Révolution, et voilà ce qu'il dit: à la guerre, je n'ai jamais vu autre chose dans les combats d'infanterie que des bataillons déployés à l'avance, qui commençaient par des feux de peloton, puis s'engageaient peu à peu en feu de file. Alors, que dit Jomini? Eh bien, il dit finalement que pendant les guerres de la Révolution, eh bien, le combat, c'est le même qu'auparavant. Feu de peloton, c'est-à-dire que ça s'appuie fondamentalement sur l'usage de feu, et feu de peloton, c'est-à-dire qu'on tire sur ordre, on tire par salve, exactement comme c'était le cas auparavant. Alors, ou bien des colonnes marchant fièrement à l'ennemi, ça c'est l'ordre profond, lequel s'en allait sans attendre le choc. Alors ça, c'est une remarque excellente et fondamentale. À la guerre, il n'y a pas de choc. Pourquoi? Parce que lorsqu'une colonne part à l'assaut, baïonnette au canon, pour faire le choc, eh bien, l'ennemi en face, il s'en va sans attendre le choc. Et donc, le choc, ça n'existe pas. Parfois, ça peut exister quand les deux ennemis sont également déterminés. Il y a quand même des combats à la baïonnette, mais c'est rare. Donc, l'ennemi s'en va sans attendre le choc, ou qui repoussait ses colonnes avant l'abordage réel, soit par sa ferme contenance, soit par son feu, soit en fond, en prenant l'offensive lui-même pour aller à leur rencontre. Ce n'est guère dans les villages, dans les défilés, que j'ai vu des mêlées réelles d'infanterie en colonne, dont les têtes se choquaient à la baïonnette. En position de bataille, je n'ai jamais rien vu de semblable. Donc, vous voyez, en bataille, on n'utilise quasiment pas la baïonnette. Et en effet, ce constat, il est juste, il est vérifié par les statistiques des blessures des soldats admis aux invalides. Donc effectivement, la baïonnette, le combat à la baïonnette, eh bien c'est une mythologie politique. C'est Barère dans ses discours devant la Convention qui raconte des combats à la baïonnette. C'est Barère qui dit d'ailleurs que la baïonnette c'est l'arme de la République, etc. Mais dans la pratique, eh bien on utilise le feu comme comme arme et comme principal critère d'organisation tactique. Alors, cela dit, Jomini évoque qu'il y a plusieurs modalités. Il dit des combats d'infanterie de bataillons déployés à l'avance. Là, c'est l'ordre en ligne, l'ordre linéaire, qui commence par des feux de peloton. Mais il évoque aussi le combat en colonne. Alors, effectivement, la grande caractéristique des guerres de la Révolution, en fait, c'est la diversification des pratiques tactiques. Il y a plusieurs façons d'employer l'infanterie et d'utiliser le feu. Alors, plusieurs façons. Première façon, le combat en ligne, c'est-à-dire le feu par peloton évoqué par Jomini. Mais également le combat en colonne. Le combat en colonne, là, c'est partir à l'assaut de l'ennemi baïonnette au canon, sans que ça débouche sur le choc, mais il y a une autre façon qui va se développer, c'est le combat en tirailleur. Qu'est-ce que c'est que le combat en tirailleur? Eh bien, les soldats qui combattent en tirailleur, ils combattent en ordre dispersé. Ils ne sont pas intégrés dans un peloton, ils se dispersent et ils tirent à volonté. Alors, il y a un règlement en 1791 qui précise, donc qui explique qu'il y a plusieurs façons d'utiliser l'arme à feu.
Alors, le règlement de 1791 dit que la façon principale, c'est l'ordre linéaire et le feu par peloton, mais qu'il y a aussi possibilité de faire feu à volonté. Et donc, le combat en tirailleur, par exemple, c'est le combat qu'on trouve typiquement dans ce qu'on appelle la petite guerre, c'est-à-dire les petites batailles, enfin pas des batailles, des combats qui sont plutôt des escarmouches avec des effectifs très limités. Ce ne sont pas des batailles organisées selon un ordre de bataille, un ordre tactique, c'est souvent des affrontements qu'on appelle des rencontres, c'est-à-dire des petites unités qui tombent nez à nez, des avant-gardes, des arrière-gardes, des unités envoyées en reconnaissance, et ça donne donc des combats improvisés, et des combats improvisés qui sont menés donc par des tirailleurs où les soldats en ordre dispersé tirent à leur propre initiative. Alors d'ailleurs, cette dimension, elle apparaît dans cette lettre de Carnot. Il dit, il faut se préparer à la bataille, il faut rester en masse toujours prêt au combat, mais dans une position défensive inexpugnable, c'est-à-dire donc il faut se préparer à la bataille décisive, mais il n'en faut pas moins harceler perpétuellement l'ennemi par des attaques partielles. Eh bien, dans ces attaques de harcèlement, eh bien là, la principale tactique, c'est la tactique en tirailleur, où on harcèle l'ennemi, on lui tend des embuscades, par exemple. Et là, quand on tend une embuscade, bien sûr, les soldats ne sont pas disposés en peloton, ils sont en tirailleurs et ils tirent selon leur propre initiative. Et donc, ce combat en tirailleurs, eh bien, il est devenu très important, il a été parfois interprété par certains historiens comme une conséquence du fait que les soldats français qui ont été levés au titre de la levée des 300 000 ou de la levée en masse, étaient par définition inexpérimentés et donc ils n'arrivaient pas à se soumettre à l'ordre du combat en ligne, ils ne savaient pas manœuvrer et ils ne savaient pas s'organiser en peloton. Et donc, en fait, si les soldats français tiraient à leur propre initiative en tirailleurs, eh bien, c'est qu'ils étaient incapables de se discipliner et de se soumettre au plan tactique et au plan de manœuvre. En fait, c'est pas vraiment pour ça. Si le combat en tirailleurs augmente, c'est que justement la guerre, c'est une guerre de campagne, comme le dit Carnot, une guerre de campagne où on passe son temps non pas à livrer des batailles décisives, mais où on passe son temps à harceler l'ennemi, à mener des attaques partielles. Et d'ailleurs, vous le voyez dans ce bilan qui a été fait. Alors, Gouvion-Saint-Cyr, j'ai oublié. Gouvion-Saint-Cyr, c'est un général qui a raconté, qui a écrit ses mémoires des opérations qu'il a menées, notamment en 1795, sur le théâtre d'opération du Rhin. Et Duhem, c'est aussi un général, lui, qui a fait une analyse des pratiques de guerre de l'infanterie légère. L'infanterie légère, donc c'est l'infanterie, elle, qui ne combat pas en ordre de bataille et qui combat en tirailleur. Et vous voyez, l'un et l'autre. Alors, Gouvion-Saint-Cyr, lui, il évoque la première analyse, c'est-à-dire impossibilité d'exécuter avec célérité les dispositions de cette ordonnance, c'est-à-dire les règlements qui imposent le feu par peloton, règlement de 1791, voyant qu'on ne pouvait pas manœuvrer devant l'ennemi de la manière qu'elle prescrit, souvent on n'a pas manœuvré du tout. Pendant les premières campagnes, on n'a presque fait qu'une guerre de tirailleurs. Donc, vous voyez, il dit, c'est par incapacité à se soumettre au plan tactique. Mais Duhem, lui, il positive un peu plus, ils disent les Français ne connaissaient plus d'autres tactiques que celles des tirailleurs, on en faisait un abus, et en fait, lui, il explique que parce que le type de guerre qui était mené, c'était plutôt justement une sorte de petite guerre généralisée, et rendue déterminante, et même trop déterminante selon lui, par la dimension opérationnelle. Pour conclure, voyez, je reviens sur cette image qui était évoquée
dans le générique de début, c'est Bonaparte au siège de Toulon, qui a lieu en 1793, et c'est un tableau d'Édouard de Taille. Une fois de plus, Édouard de Taille, on en a parlé la dernière fois, donc c'est un peintre de la Troisième République qui s'est beaucoup consacré à la représentation des guerres de la Révolution et surtout de l'Empire. Et que nous montre Édouard de Taille? Il nous montre Bonaparte, non pas en train de se battre, en train de se livrer à ces combats impulsif, faire preuve de courage, etc. Non, il a une carte sous les yeux, il observe la situation et il a d'ailleurs, vous voyez, une posture très maîtrisée, très contrôlée, et je trouve que ça incarne assez bien, finalement, cette image, ce statut des guerres de la Révolution, qui sont menées de façon raisonnée. Alors, avec, bien sûr, à l'échelle du soldat, qui peuvent être menées de façon impulsive, mais on l'a vu, de façon impulsive, plutôt sur le mode des tirailleurs, et pas sur le mode de l'acharnement, du fanatisme, de la violence. Et le mode du tirailleur aussi, la figure du soldat tirailleur, bien sûr, elle est aussi conforme à l'idéal républicain de la guerre. Le soldat tirailleur, c'est un soldat autonome, maître de soi, qui accepte par consentement individuel de se soumettre à la discipline collective, parce que le soldat qui combat en tirailleur, eh bien, il n'a pas un officier derrière lui pour lui donner des ordres. Le soldat qui combat en ordre dispersé, il a beaucoup d'autonomie. C'est aussi donc pour cela que la Révolution française a beaucoup valorisé aussi ce type de combat en tirailleur. Donc, finalement, vous le voyez, tout ça, ça s'explique non pas par le fanatisme, par le courage irraisonné des soldats, mais par une façon de gérer la guerre. Le combat en tirailleur, il a une pertinence avec le type de guerre qui est menée, qui est une guerre qui insiste fondamentalement sur la dimension opérative. Il faut se souvenir d'ailleurs que le plan de guerre, il a été défini par Carnot dans son système général des opérations de la campagne prochaine. Voilà, c'est à ce niveau-là que la guerre se conçoit, c'est à ce niveau-là que la guerre se gère, et cette gestion, elle est déterminée par le principe formulé par Carnot, l'économie des forces, et donc les guerres de la Révolution, eh bien, ne sont pas des guerres impulsives, des guerres de fanatisme, c'est au contraire des guerres maîtrisées, des guerres d'ingénieurs. Et donc, pour revenir sur le premier constat, vous savez, du mémorial publié en 1802, eh bien, effectivement, on peut dire que c'est la maîtrise d'un nouveau système de guerre qui fait le succès des armées de la République pendant la Révolution. Alors, on va le voir plus tard, il ne s'agit pas non plus d'idéaliser à partir de ce critère les guerres de la Révolution, parce que même si ça fait moins de morts qu'avant, bien ça fait quand même toujours des morts. La guerre, c'est toujours de la violence, et donc la guerre, c'est aussi un moment qui peut basculer, parce que là, l'économie des forces, généralement, elle est contrôlée, mais on va le voir la prochaine fois. Il y a des situations où l'économie des forces n'est pas contrôlée, et notamment la prochaine fois, on parlera de la guerre de Vendée.